Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Florent Bonnefond, fondateur d'Elty, puis de Flomodia. Aujourd'hui, il dirige une entreprise influente qui lui a permis de collaborer avec des personnalités telles qu'Éric Larchevêque ou Anthony Roux. Mais avant d'en arriver là, il a traversé l'épreuve de l'échec entrepreneurial. Ensemble, nous avons exploré les erreurs que peut commettre un entrepreneur au moment du lancement de son activité et les enseignements qui en découlent. Nous avons aussi abordé le rebond après une liquidation judiciaire, le retour au salariat et les défis d'intégration que cela peut engendrer. Avec sincérité et recul, Florent partage son parcours, de l'échec au renouveau, et nous rappelle que même une mauvaise aventure peut être le terreau d'une nouvelle réussite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florent Bonnefond. Florent, tu as 29 ans, tu es le fondateur de Flomodia. Et avant Flomodia, tu avais une entreprise, Elty, de 2018 à 2020. Et tu es passé par la case liquidation judiciaire. Tu as rebondi, parce qu'avec Flomodia, c'est plutôt le début du succès. Et on va parler un peu de tout ça. Et puis avant ça, j'aimerais bien que tu me parles un peu de toi, d'où tu viens et quel a été ton parcours avant Elty. Du coup, je m'appelle Florent, j'ai 29 ans. Je suis le co-CEO et cofondateur actuellement de Flomodia, donc un média pour les entrepreneurs par des entrepreneurs. Et on a une activité également d'agence production contenu B2B derrière qui s'appelle Prod. Et avant ça, comme tu l'as mentionné, j'ai été le cofondateur aussi, parce que j'étais associé, d'Elty, donc qui était une boisson, une eau infusée avec des aromates, fruits et légumes. Donc c'était ma première expérience entrepreneuriale. Ok. Et ça s'est pas super bien fini malheureusement. Mais j'ai appris pas mal de choses et ça a été une belle expérience. Et qu'est-ce qui a fait que tu as monté Elty? Tu viens de quel parcours? Alors j'ai un parcours qui est plutôt marketing de base. J'ai commencé, en fait, je suis arrivé, comment j'ai découvert Actis, c'était chez La Durée. Je travaillais chez La Durée pendant 4 ans. Donc La Durée, les macarons, pâtisseries, pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, j'ai fait mes études en alternance, un premier BTS avec eux, et puis une licence. Et en fait, dans la dernière boutique que j'ai fait chez La Durée, c'était un nouveau concept que eux lançaient. Ils m'ont proposé un poste là-bas de responsable boutique, et on avait un produit qui a été les prémices d'Elty, en fait. C'est là-bas que j'ai eu un peu l'idée de me dire, ok, bah, attends, il y a un truc à faire peut-être avec ça. Donc c'était déjà une eau infusée que eux faisaient, eux faisaient ça eux-mêmes, et on le vendait en boutique au jour J. Et c'était un produit qui avait une belle marge, qui était franchement visuellement super attractif. On avait plein de bons retours dessus. On pouvait l'adapter avec les saisons, plein de trucs comme ça. Donc dans l'idée, c'était un très beau produit, mais de vouloir le passer à l'échelle, c'était pas une très bonne idée. Donc on a quand même eu cette idée avec mon associé Mathieu, je te cite, frérot. Et, euh, et voilà, mais bon, c'était une belle expérience. On a appris plein de choses, surtout le monde de l'agroalimentaire que je connaissais pas du tout. On s'est lancé là-dedans, on n'avait aucune notion en fait, lui et moi, et on y a découvert un monde super intéressant, très compliqué, je pense. Enfin, c'est même sûr. Et pour en avoir discuté un petit peu après avec d'autres entrepreneurs que j'ai rencontrés, c'est un beau milieu. Il y a plein de belles choses à faire. Et tu vois, on parlait un peu de PME en off et tout. Bah, je pense qu'il y a de très très belles boîtes dedans. Et quand je dis belles boîtes, pas forcément en termes de chiffre d'affaires et tout. Hein, je pense qu'il y a de belles aventures, il y a de belles histoires. Et moi, j'ai rencontré énormément de monde là-bas. Et ça m'a aussi un peu donné l'idée, l'envie, le goût de rencontrer d'autres gens, d'autres profils, et sont un peu les prémices du coup de Flomodia, qui est la rencontre après avec Mohamed aussi, mon associé. Mais voilà, Elty, très belle boîte, très belle aventure, quelques difficultés. Ce que je comprends, c'est que Elty, donc c'est le produit en fait qu'il y avait à La Durée, donc d'eau infusée Ouais. avec des fruits, des légumes. Mhm. Tu dis ok, on va commercialiser ce produit avec mon associé de manière indépendante. Et donc là, tu te lances dans la recherche d'un local, de fournisseurs, de clients. Ouais, alors dans un premier temps, on se dit ok, est-ce que ça existe ailleurs? Est-ce que ce produit-là, il est seulement chez La Durée? On se rend compte que, parce qu'en fait, visuellement, pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, c'est un peu le produit qu'on voit dans certains hôtels ou certains traiteurs des fois, qui est présenté sous une forme de jarre, et on a du concombre, du citron, de la menthe qui infuse, et on vient servir un verre. Donc là, c'était servi portion individuelle chez La Durée, déjà dans une belle bouteille et tout. Et donc nous, l'idée, c'était de se dire, ok, bah, si on crée une marque autour de ça, on pourra potentiellement le placer chez Monoprix, Biocoop, toute la grande surface qui peuvent exister. Et du coup, les premières choses qu'on fait pour vérifier ça, c'est voir s'il y a d'autres acteurs sur le marché. Et à l'époque, il y avait un autre acteur
Et pareil, une marque indépendante qui a fermé, de mémoire, un petit peu avant nous. Et sinon, ça existait aussi aux États-Unis, mais pareil, je crois que c'était un peu sous couvert de gros acteurs derrière. Il n'y avait pas vraiment une marque qui rayonnait, je sais pas, en Espagne par exemple, et qui avait tout le marché. Donc déjà ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Personne ne le fait nulle part, donc c'est un peu bizarre. Mais tête baissée et puis un peu newbie dans l'entrepreneuriat. Donc on a testé. Les premières choses qu'on fait, c'est se renseigner un peu sur les fournisseurs, combien ça coûterait à produire. Si demain on devait en sortir nos premières bouteilles, combien ça nous coûterait. Pareil, faire une espèce de benchmark un peu de ce qui existe dans le marché de la boisson au niveau du snacking. Parce que nous on se positionnait vraiment sur le fait de tu viens chercher un produit à manger, une boisson. Donc potentiellement notre ICP, notre magasin cible, c'était un peu les Cogent, les Mongout, les salades bars, les sandwicheries un peu premium, et pourquoi pas du coup les Monop où tu viens choper une salade, un wrap et une boisson. Et donc du coup on regardait un peu les prix des boissons dans ces eaux-là, dans ces rayons-là. Et voilà, et petit à petit on compose, étiquette. Donc là tu découvres tout un milieu, l'étiquetage, fournisseurs de bouteilles, les fournisseurs de bouchons, et après toute la partie alimentaire. Donc là nous on s'était dit de le produire nous-mêmes dans un premier temps, puis qu'on l'internaliserait ou l'externaliserait après en fonction des ressources. Et donc pour ça, on découvre Rungis, tout simplement. Ok. Histoire de pouvoir acheter en gros et en volume, en fait. Et donc tu fais tes courses à C'est Rungis, ça, tu te tu crées coupes tes concombres. Ouais, les premières étapes, c'est ça, hein. Une fois qu'on a un peu sourcé tous les trucs, on teste certaines recettes un peu en amont, hein, avec des bouteilles qu'on achète nous, on va dire en vrac. On se dit, ok, tiens, si on devait produire demain une marque, combien de recettes il nous faudrait pour essayer de se positionner un peu sur le marché. Donc on en teste trois ou quatre, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on en fait quatre, il y en a quatre qui sont un peu produites, mais on n'en garde que trois parce que la quatrième fonctionnait pas super bien à cause d'un souci visuel. C'était pomme, poire, thym. Et la pomme et la poire s'oxydent très vite, donc noircissent visuellement. Et en fait, personne ne veut acheter un fruit oxydé au supermarché, comme un fruit cabossé. Ce qui est un peu dommage, hein, parce qu'en vrai, les fruits sont encore très bons, mais je peux comprendre que t'aies pas forcément envie de choper une bouteille comme ça. Du coup, on l'a un peu arrêté celle-ci assez rapidement. Mais oui, en fait, on trouve un local, on trouve un laboratoire. Donc une fois qu'on a un peu, déjà, on met beaucoup de temps à aller voir le marché. Je vais raconter plein de choses. Attention, hein. Les étapes. Une des grosses erreurs que je capte un peu après, c'est qu'on met beaucoup de temps à confronter la bouteille au marché. C'est-à-dire que dans notre coin, on va trouver un fournisseur, les étiquettes, produire la bouteille, faire du design, créer une belle marque, un truc super chiadé. Franchement, c'était très beau. On a passé beaucoup de temps à faire ça, à trouver tous nos trucs, à tester des recettes. Et puis, on va dire que peut-être 6 mois, 7-8 mois après, je dirais 6-8 mois de mémoire, on arrive avec une bouteille prête. Donc c'est bon, on a notre stock, on a tout, et on va commencer à voir maintenant les restaurateurs, les points de vente, ces choses-là. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a un petit problème sur notre produit, c'est la DLC. Donc la date limite de consommation, hein, ce qui est sur tous les produits alimentaires normalement en France. Et pour les boissons, en règle générale, franchement, je pense que c'est de l'ordre de 6 mois, 1 an, pour des concurrents genre type Coca-Cola, Evian, tout ça. Hein, c'est des trucs qui peuvent se conserver franchement super longtemps. Et nous, c'était plutôt de l'ordre de 7-8 jours, comme du poisson, de la viande, ou des choses comme ça. Donc on n'était pas du tout en concurrence avec les bons produits. Et ça, on s'en rend compte qu'une fois qu'on a fait toute notre R&D au produit. Donc déjà première belle erreur, parce que là on se rend compte que du coup ça va être quand même une belle galère, et qu'en plus de ça, c'est un produit qui est obligé d'être conservé au frais, alors que ton Evian tu peux la stocker on va dire à la cave sec, et puis tu la remontes 2 heures avant le service en restaurant, tu la mets au frigo, et comme ça tu peux la servir fraîche à midi. Nous c'est pas le cas, il fallait la produire au frais et la stocker au frais. Donc résultat des courses, tu imposes une contrainte dans ta production à toi, donc bon, c'est un peu relou mais tu l'acceptes. Mais c'est surtout quand on allait démarcher des gens, on leur disait surtout faut la garder au frais. Putain mais les gars, j'ai pas forcément la place dans mes frigos, ou alors je peux en mettre peut-être 12, 20 quoi. Mais je peux pas en mettre 50, en plus vous me dites qu'à périme dans 8 jours, j'ai intérêt de les vendre quoi, sinon je vais pas vous en prendre beaucoup. Donc on faisait ça au début, que quelques petites caisses, quelques livraisons. Et voilà, R&D dans notre coin, ensuite on continue de produire, on produisait 1 à 2 fois par semaine pour livrer la base de clientèle qu'on se faisait petit à petit. Mais vous avez quand même, malgré ces contraintes, réussi à quand même trouver des clients qui étaient, qui Ouais. acceptaient, En effectivement. fait, je pense qu'il y a un truc qui nous a aidé de ouf, c'est que moi c'était ma première aventure, Mathieu c'était sa deuxième si je dis pas de bêtises, mais en fait je vais parler en mon nom, et c'était pareil pour lui, hein, mais j'avais tellement la dalle que ça fonctionne, que en fait tout le monde nous a dit que ça fonctionnerait pas, et j'étais tellement fou de me dire oui ça va le faire, que j'y croyais tellement que j'ai écouté personne. Du coup, j'ai quand même réussi à lancer le projet, aller chercher un peu d'argent auprès de structures comme Réseau Entreprendre, la banque et tout. Et puis on a réussi à trouver des points de vente, quoi. Parce qu'on était ultra motivés, parce qu'on sillonnait tout Paris. Dès qu'il y avait un nouveau salade bar qui ouvrait,
S'il y avait une franchise, genre un Cogent, bah, on essayait absolument d'aller trouver l'acheteur, l'acheteuse qui s'occupait de ça, faire un rendez-vous avec lui ou elle pour lui vendre les bouteilles. Si elle était pas OP, si c'était des trucs un peu franchisés, bah, on les faisait tous. Comme ça, si on en avait un, on pouvait dire à l'autre, bah regarde, on le fait avec ton collègue dans tel arrondissement, j'en sais rien. Et ouais, et dans l'idée, on a trouvé quand même, je sais plus combien de bouteilles on a écoulé, je crois que c'est à peu près 20 000 bouteilles, ce qui est rien du tout en Ouais. réalité dans l'agroalimentaire. Mais pour nous, c'était un succès fou, quoi. On était trop contents. Et juste, on voulait passer des paliers, mais c'était impossible en termes de production, en termes de contraintes. Justement, l'objectif, c'était de rentrer en GMS, donc là, Auchan, Monoprix. Surtout Monoprix, qui a un aspect un peu, qui est positionné quand même dans des beaux quartiers, qui est positionné dans des lieux d'attractivité, et qui a quand même une bonne clientèle. Et du coup, on misait un peu tout sur la GMS, et on les a rencontrés, et ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait, parce que je pense que quelques mois après, on fermait. Eux, ils ont quand même des procédures, c'est super long, en fait, de rentrer en GMS. Nous, de Et eux, mémoire. ça l'a pas fait parce que justement, il y avait trop de contraintes Alors, il y avait des vis-à-vis de votre contraintes, produit. mais je pense que ils étaient quand même. Il y avait un truc qui s'était plus ou moins intéressé. On aurait pu discuter et tout ça, mais mais donc c'est un produit qui a une saisonnalité. C'est un produit qui fait quand même penser très à été, beau jour et tout. Mm. Donc déjà en fait, on s'est rendu compte qu'en hiver et tout, bah, les ventes elles tombaient. Et du coup, il y a plusieurs points de vente qui fonctionnaient bien, bah, qui en vendaient moins. Donc là, on s'est dit ok, c'est la merde. Et du coup, quand on a rencontré Monoprix, c'était en fin d'année. Et eux, ils te disent, bah attends, mais moi, mon catalogue des 3-4 prochains mois, il est déjà fait en fait. Donc là, si tu veux que je te rentre, il faut qu'on attende encore tant de temps. Alors je pense que quand t'es une très belle marque qui cartonne de partout, il te faut rentrer beaucoup plus vite, hein, évidemment. Là, nous, pour le coup, il fallait peut-être passer par le chemin plus classique ou plus fastidieux. Mais ouais, on sentait une porte entrouverte, quoi, on va dire. Il y avait une possibilité, mais une possibilité qui était beaucoup trop loin. Mm. Et on avait fait un test avec Biocop, je crois. Bio, c'est bon. Ouais. Mais c'est pas adapté. Il y a personne qui fait bon, alors en tout cas à l'époque, 2018, hein, il faudrait revérifier un peu maintenant, mais le marché du snacking pour bio, je crois que c'était bio c'est bon. Ouais, c'était bio c'est bon. Mais il est pas trop là. Il y a pas beaucoup de gens qui vont le midi acheter une salade ou un sandwich à bio c'est bon pour manger un bout. Et nous, Bah, maintenant, il y a des petits, bio c'est bon, il y a des petits encarts comme ça il y où en tu avait peux. déjà, Ouais. mais le volume est très faible Ouais. comparé à un Monoprix, comparé à d'autres acteurs, hein, j'entends. Et pareil, peut-être qu'on n'était pas aussi adapté pour eux. Donc en fait, très vite, vous vous rendez compte qu'il y a un problème de date limite de consommation. Et est-ce Mhm. que vous essayez de rectifier cette erreur en changeant peut-être, en pivotant sur un autre produit? Ouais. Ouais, c'est une très bonne question. On avait du coup, ce produit-là, on voyait les limites clairement. Et en fait, on a petit à petit, pour essayer de rentrer dans d'autres portes, pour rentrer par exemple chez les traiteurs, on s'est dit, bah attends, notre bouteille est peut-être pas en GMS, mais peut-être qu'en traiteur, sur certains événements, ils seront contents de le proposer et tout. Et en fait, en faisant ça, on avait détecté un truc, c'est que certains traiteurs un peu plus gros se faisaient livrer de la cam. C'est-à-dire que par exemple, ils vendaient des hot dogs, bah en fait, il voulait pouvoir proposer des salades, des choses comme ça en plus en accompagnement, mais lui, il les produisait pas. Et du coup, il cherchait des gens pour produire ces trucs-là. Et nous, on avait rencontré donc plein de restaurateurs, et donc des fois des restaurateurs qui n'avaient pas forcément d'activité de traiteur, qui faisaient que de la salade le midi. Et pour justement augmenter un peu leur chiffre d'affaires, on leur disait, bah écoute, produis des salades sur tel format, nous on prend un cut, on prend une marge, on t'apporte l'affaire, et on les redistribue à cet autre traiteur qui lui va les envoyer sur un gros événement. Et donc ça, en fait, on s'était rendu compte que là, il y avait peut-être une activité dans laquelle nous on pouvait aller, parce que franchement, sans y mettre beaucoup de temps, il y avait un peu d'argent, on se rendait compte que plus on creusait, plus il y avait de traiteurs qui avaient ce besoin-là, et du coup, ben, c'était une option, on commence un peu à la creuser et tout ça, mais c'était pas ce pour quoi on s'était lancé non plus. Oui, là, ça voulait dire complètement réorienter Ouais, votre c'est ça. activité. C'est que là, du coup, on Ce le que je fait. peux comprendre, c'était plutôt du coup faire des salades ou des trucs Ouais, comme c'est ça. ça. En Enfin, fait, c'était vraiment. ça aurait été de devenir un producteur de mignardises, des choses comme ça. En fait, pour essentiellement lancer ton propre traiteur, tu vois. D'accord. Fournir certains traiteurs à un moment, et puis petit à petit développer le tien, et on avait commencé à le faire, à regarder en tout cas pour le faire. Mais en fait, au bout d'un moment, ça fait déjà 1 an et demi que t'es dans le projet, donc t'es petit, hein, parce que là je raconte ça, mais c'est 1 an et demi de taf, et beaucoup d'heures de travail, beaucoup de compromis, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de sacrifices. Et en fait, là, on voyait le truc arriver, et moi j'étais pareil, genre essoufflé un peu du truc, mon collègue Matt, pareil, et on se dit, genre vraiment là, c'est un traiteur qu'on va monter. C'était pas trop ça l'idée de base. L'idée c'était de produire une boisson qu'on market un peu cool, qu'on produise un certain temps, mais qu'après est produite par d'autres gens. Et voilà, ça fonctionne un temps ou c'est revendu, j'en sais rien, mais c'était une aventure un peu cool sur un produit qui avait une histoire et qui était marrant. Là, de relancer un énième traiteur, je venais pas du milieu de la cuisine, j'ai fait un peu de restauration, mais c'était plutôt côté vente
que production. Lui, c'est pareil. Donc bon, on a creusé un peu le truc, mais rapidement, on s'est dit, écoute, peut-être c'est mieux qu'on arrête la boîte là, et plutôt que de repartir dans une activité qui en fait juste ne nous convient pas, mais qu'on fait pour survivre et potentiellement gagner un peu d'argent derrière. Et en vrai, on a eu un peu de nez parce que quelques mois après, il y a le Covid. On ferme la boîte, c'est pas une belle fin non plus, mais je me dis en fait, on aurait juste. Vous auriez repoussé Ouais, c'est l'échéance et creusé un peu plus la dette. exactement. Puisque en fait, vous étiez aussi endetté dans le cadre de cette activité. On était aussi endettés et on devait commencer à repayer tout ça, quoi. On avait la banque et Réseau Entreprendre. Et vous n'aviez pas commencé à payer les échéances au bout d'un an et demi d'exploitation, ou pas encore? Il me semble que la banque, si on avait commencé, en fait, t'as un délai sur ces crédits-là. Donc le Réseau Entreprendre de mémoire, c'est 6 mois, un an. Encore une fois, hein, c'est des données qui datent de 2018, donc si vous nous écoutez, bah, c'est peut-être plus à jour, hein. Peut-être que maintenant c'est tout de suite. Mais en tout cas, à l'époque, de mémoire, c'était 6 mois pour le Réseau Entreprendre. Et pareil pour la banque, on avait négocié un délai de remboursement. Et ouais, on commençait déjà à payer certaines traites pour ces trucs-là, quoi. Donc oui, il y avait aussi cette échéance de, bah, nous, il faut qu'on se tire un salaire, il faut payer le local, il faut payer la cam, et en plus de ça, il faut payer les prêts qu'on a empruntés, quoi. L'argent qu'on a emprunté. Et vous arriviez à vous payer à ce moment-là ou pas tellement? Alors, on avait quand on s'est lancé, on avait tous les deux le chômage. Moi, je crois que j'avais 2 ans complets. Donc, je crois que j'ai fait toute ma période LT. J'ai arrêté avant même que le chômage s'arrête, si je dis pas de bêtises. Et lui, par contre, on a dû le payer quelques mois. Alors, on l'a pas payé longtemps. Je pense qu'on l'a payé 3 mois. En fait, vous avez bossé 2 ans comme des acharnés pour finalement avoir une activité qui n'était pas rentable du tout. On n'était pas rentable du tout, hein. On était clairement pas rentable, hein. L'objectif, c'était justement enfin, à l'époque, en tout cas, l'objectif, c'était de se dire, OK, comment on va chercher cette rentabilité-là? Et là, pour nous, elle était par là jamais. C'est le fait de faire du volume. Pour des produits comme ça, en fait, vu que tu marges bien, parce que là, c'était quand même un truc avec une base d'eau et tout, mais il y a quand même de la main-d'œuvre. Et oui, non, pas du tout rentable. Et c'est le volume qui nous aurait donné cette rentabilité. Bon. Vous êtes essoufflé. Et au bout d'un moment, vous êtes dit, OK, on arrête, on va au tribunal de commerce. Ouais, alors. On va déposer le bilan, ouvrir une liquidation judiciaire. À l'époque, on connaissait pas forcément le procédé, tu vois, ce qui se passe réellement, hein. C'est plutôt, bah, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais un peu le bilan avec ton associé et tu te dis, OK, bon, bah, écoute, t'en penses quoi? Parce que là, ça vaut plus le coup d'arrêter. Lui, du coup, tu vois, on avait quand même du mal à le payer. Je pense qu'on avait peut-être 2-3 mois, mais du coup, bah, c'était pas non plus des milliers des cents. T'as les loyers quand même à payer. Enfin, il y a le quotidien qui te rattrape un peu. Et du coup, tu te dis, bon, peut-être qu'on va arrêter là, quoi. C'est bête de creuser le trou alors que on pourrait s'arrêter, repartir sur autre chose, créer autre chose, ne pas perdre plus de temps entre guillemets, quoi. Et du coup, ouais, à l'époque, on était accompagné par un expert comptable, et donc on le contacte et on lui explique, on lui dit voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on envisage de faire, voilà la situation, et il nous dit ok, bon, bah, on démarre, let's go, liquidation judiciaire, il nous explique petit à petit, quoi. C'est votre expert comptable qui vous dit il faut déclarer votre état de cessation des paiements et déposer une liquidation judiciaire. Ouais, et c'est lui qui s'occupe de tout faire, vraiment. Et toi, quand tu le contactes avec ton associé, t'es comment? T'es un peu en panique? T'as peur? Non, peut-être pas en panique, mais t'as bien digéré avant le truc de faut que je ferme ma boîte, parce que c'est quand même un truc qui du coup bah, te représente. Donc tout d'un coup tu fermes ta société, ton projet, donc il y a un peu le regard des autres, des proches. Tu vois des gens à qui t'as dit bah tiens je vais lancer ça va cartonner, enfin parce que tu y crois en fait tout simplement, ce qui est logique, hein. Et, euh, et donc du coup bah il y a un peu ce truc de vis-à-vis des gens et vis-à-vis de toi. Punaise, est-ce que je baisse les bras trop tôt? Est-ce que justement j'ai fait une connerie? Est-ce que j'aurais pas dû me lancer? Enfin, tu sais, il y a tout un questionnement autour de ce projet-là. Donc tu te poses beaucoup de questions. Et je pense on décide d'arrêter que peut-être 3 mois après, hein. Pendant 3 mois, 3 ou 6, ouais, peut-être 6 mois. Non, peut-être 3 mois. Alors, en vrai, pour le coup, on a été assez bon, je crois, sur le truc de se dire, vas-y, faut qu'on arrête là, avant de trop se mettre dans la merde. Parce que du coup, tu peux rapidement aussi prendre des créances auprès d'autres gens. Oui, c'est clair que vous auriez pu creuser un peu plus le trou Là, en pour le essayant coup, de... on avait un beau trou avec la banque et le Réseau Entreprendre, mais on devait rien à nos fournisseurs, on était rubis sur l'ongle sur tout le reste, le local c'est pareil, alors qu'on aurait pu avoir 6 mois d'impayé de local. Ouais. Donc c'est un truc qu'on voulait pas justement. Et du coup, donc ouais, en 3 mois, mais t'as quand même cette grosse phase de 3 mois où tous les jours tu te dis punaise, je me lève,
Mais j'hésite si demain je continue ma boîte, si je dois la fermer, si je pars sur cette nouvelle activité de traiteur. Beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements, et puis voilà, au bout d'un moment, après tu prends une décision et tu te dis ok, en fait, facile, let's go, quoi. Vaut mieux arrêter. Là, on n'est pas trop dans la mouise, donc vaut mieux geler ce qui se passe maintenant là, et puis voilà. Et donc on appelle l'avocat, enfin pas l'avocat, pardon, l'expert comptable, et on est, non, on n'est pas paniqué, on est plutôt ignorant de la situation, tu vois. Et du coup, on était plutôt, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Vraiment, en fait, tu t'arrives dans un truc où tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qu'ils vont aller récupérer au local, est-ce qu'ils vont récupérer le stock, comment ça va être acté, sous combien de temps, qu'est-ce que tu dois faire. C'est un peu le truc de, punaise, je suis arrivé dans une situation que je ne contrôle plus. Genre en gros, où est-ce que je dois aller, quoi. Donc pour le coup, nous, dès le début, on avait fait appel à un expert comptable, donc ça c'est cool, c'est une épaule sur laquelle tu peux te reposer quand tu es dans une situation comme ça. C'est lui qui nous a épaulé en fait sur cette partie-là. C'est lui qui a constitué le dossier en fait de déclaration de cessation des paiements en Exactement. rentrant un peu toutes les informations et qui vous a dit bon bah voilà, on est convoqué dans 10 jours. Bon, déjà avant ça, t'as quand même quelques phases où tu dois aller voir les. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire. Exactement. Alors ça, normalement, c'est plutôt après. Nous, on a été le voir une première fois quand même, hein. Ok. Ouais. Mais tu peux effectivement aller voir un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire. Alors quand tu ouvres une liquidation judiciaire, c'est un mandataire judiciaire parce qu'il n'a pas d'administrateur. Est-ce que c'était avant le tribunal ou pas? Tu me doutes. Bah, normalement, non. J'avoue parce que la que temporalité, c'est un peu loin maintenant, Ouais. donc j'ai un. En Puis mon fait, cerveau, c'est au moment de l'audience que le tribunal de commerce va désigner un liquidateur Ouais, judiciaire, c'est vrai. donc qui est un mandataire Non, judiciaire. t'as raison. Ok, Et après, tu le vois pour... Ces mots résonnent en moi. Ouais. Voilà. C'est vrai, je me souviens. Effectivement. Ouais, c'est un peu après qu'on a été le voir. Ouais, Et normalement, oui, il a tout t'as d'abord lancé. l'audience. Après, c'est vrai que quand tu ouvres, par exemple, une procédure de redressement ou de sauvegarde, tu peux faire un rendez-vous de préparation avec ton avocat et l'administrateur judiciaire Ok. pressenti, parce que ça reste toujours le tribunal qui décide qui va désigner. Ouais. Non, donc- non, ouais, ça s'était passé après. Donc, ouais, rendez-vous au tribunal de commerce, bah, pour te raconter un peu. C'est assez impressionnant, hein. C'est vrai que là, pour le coup, peut-être un peu de stress. Pareil, parce qu'encore une fois, tu vois, le haut tribunal, en règle générale, c'est pas bon signe. Donc, bon, là, tu sais pourquoi tu vas. Ça me fait rire. Avec le recul, je me vois arriver avec genre, tu sais, un ou deux classeurs de tous mes trucs, tous mes documents, toutes mes factures, tous mes trucs liés à la boîte que j'avais gardé et tout. Genre, en gros, en mode, s'ils me posent des questions sur quoi que ce soit, bah, attendez, est-ce que je l'ai? Je peux le sortir, quoi. Ouais, d'accord. Tout ce que j'avais de pas numérique, on va dire. Et je pense que c'est des choses qui nous ont quand même bien sauvés sur tout ça, c'est que bon, après ça restait une petite entité, mais on a été carré sur tout. Il n'y avait pas de doute sur le fait que on utilisait l'argent pour faire je ne sais quoi. Tout était utilisé pour la boîte. Parce que nous on s'est sorti peut-être 2 ou 3 salaires pour lui et pour Matt, rien sorti pour moi. Donc non, franchement ça va assez vite, hein. Il y a peut-être 7-8 personnes devant toi, de mémoire que des gens qui avaient 4 fois mon âge. Et voilà, qui ont été très cool, qui nous ont posé à peine quelques questions, nous demandaient de raconter le truc, et puis en plus de ça, qui nous ont dit sur la fin, je me souviendrai de ces mots, c'était bon bah c'est pas grave, il y en aura d'autres, vous referez un projet ou un peu un truc similaire, mais le truc de vous inquiétez pas, c'est pas grave, et perdez pas l'énergie de ce truc-là, quoi. Et j'avais trouvé ça cool, Ouais. parce que c'est vrai que t'arrives quand même dans un cadre où bah tu viens de liquider ta boîte, t'es au tribunal. Eux, ils sont là pour regarder si t'as pas fait quand même de dingueries avec ton argent, avec la gestion de ta société et tout. Donc bon, forcément, t'es un peu dans la queue entre les jambes en train de te dire, bon, bah, j'espère qu'ils vont rien dire. Et même si t'es carré, en fait, tu sais, t'as le doute de te dire, bon, j'ai pas fait une dinguerie, j'ai pas acheté un truc que j'aurais pas dû acheter, j'ai pas justifié un truc que j'aurais dû justifier. Du coup, le petit mot de fin, c'est, pas grave, let's go, on continue. Je trouvais ça cool. Ouais. Surtout pour des gens, comme mon associé et moi, qui avons un peu l'âme entrepreneuriale. On savait, dans le fond, qu'on referait d'autres projets et tout. Bah, ça rebooste un peu de se dire, ok, on m'a pas tapé sur les doigts non plus, à me dire, les gars, faites gaffe, monter une boîte, c'est des responsabilités. Là, c'était plutôt le truc de, c'est pas grave, vous avez raté un truc, mais continuez, let's go, il y en aura d'autres, quoi. Et tant mieux, parce que c'est chouette, effectivement, qu'il n'y ait pas ce regard moralisateur et de jugement, et plutôt de bienveillance, et en te disant, bah voilà, c'est une étape dans ton parcours d'entrepreneur, et c'est pas une fin en soi, quoi. Totalement. Bon, déjà, tu sors de là, t'es soulagé. Tu te dis, ok, c'est bon, ils ont acté sur le fait qu'on n'aurait pas de suite à ça. Mais en plus de ça, tu te dis, il y a de l'humain, quoi. Il y avait un petit morceau d'humain derrière, donc ça, c'était cool. Donc ouais, fermeture, et puis après, je crois
apprends que ça dure peut-être, je pense, presque une année. Je crois que c'est prononcé en fin d'année, et je crois qu'on reçoit les derniers documents, genre comme quoi tout est bien terminé et tout, qu'en juillet l'année d'après, quoi. Mais c'est pas étonnant, hein. C'est vrai qu'une procédure de liquidation judiciaire, Encore une fois, quand tu le sais pas, tu te dis mais c'est long, quoi. Après bon, encore une fois, nous on n'avait pas forcément y a pas forcément d'éléments à traiter, donc je faisais ma vie, Matt faisait la sienne. Un jour on recevait un courrier, le montant des charges qui doit être payé pour un truc, mais en vrai tu reçois pas énormément de courriers non plus. oui, parce que dans le cadre de la liquidation judiciaire, en fait, tu as fait ton rendez-vous avec le liquidateur judiciaire au début, dans lequel tu lui as exposé la situation, le montant des dettes, le montant des actifs, donc Ouais. le matériel, tout ce qui t'appartenait. Et lui, son objectif, c'est de réaliser ses actifs pour faire face aux passifs. Donc, en gros, trouver de l'argent pour payer les dettes. C'est ça. Et après, en réalité, il n'y a pas vraiment d'autre chose à faire. Non, nous, les seuls trucs, c'est que du coup, bah, on s'est quand même rapproché de la banque et du réseau Entreprendre. Alors, tout ça, c'était avant la liquidation, hein, mais au plus tôt, on les a prévenus, au plus tôt, on a essayé de trouver des options pour que, justement, ça se termine aussi plutôt bien avec ces gens-là, quoi. En fait, tu vas voir tout le monde au moment de cette liquidation judiciaire et même, avant, en fait, à partir du moment où tu prends cette décision, une fois que t'as fait la partie, on va dire, juridique, vraiment, voilà, tu vas peut-être dans le côté un peu plus humain, avoir tes fournisseurs, avoir les gens à qui tu vendais tes bouteilles, ceux qui t'ont accompagné un peu sur le projet, et puis petit à petit t'exposes le truc, quoi. Puis Et après, eux, ils t'accueillent comment? en règle générale, hein, les gens ils ont pas envie de taper sur quelqu'un qui est déjà au sol, donc plutôt bien, franchement plutôt bien, hein. Même la banque, bah c'est un risque, ok, on comprend, nan. Bon forcément, elle avait pas le sourire non plus d'avoir perdu son enveloppe, mais nous on s'était couverts, donc on n'avait pas de caution personnelle, on n'avait rien. Réseau Entreprendre, je pense que c'est des acteurs qui ont quand même l'habitude de ces choses-là. Ils sont entourés d'entrepreneurs et tout ça depuis des années et tout, donc malheureusement les aventures qui ratent, je pense qu'ils l'ont déjà vu. Et non, en règle générale, franchement, on a été plutôt désolé, j'espère que ça va, enfin tu vois, des trucs plutôt humains, encore une fois, hein, vraiment ce côté, ok, bah désolé pour vous, voilà. Et ça dure combien de temps, cette période, un peu entre la liquidation judiciaire et voilà, ce moment où tu acceptes un peu ce qui se passe, et t'es quand même toujours dans la liquidation, la fermeture de la boîte, et ensuite un nouveau départ? Ouais, franchement, ça va assez vite. J'ai du mal à rester sur un truc, genre c'était dur, ok, mais une fois qu'on avait pris la décision de s'arrêter, enfin, il faut passer à autre chose, on règle ce qu'il faut régler, et du coup, t'as toujours un peu le coin dans le coin de ta tête tant que c'est pas fermé et tout ça. Mais franchement, je crois que je fais une prise de poste peut-être un mois après, quoi. Et donc tu fais une prise de poste en tant que salarié dans une boîte. Je fais une prise de poste, ouais, en tant que salarié dans une boîte. Je prends un job début mars, parce que je m'en souviens aussi, je trouve un boulot, je vais pour démarrer ma première journée et on annonce le confinement le lendemain. Du coup, je fais une première journée de taf en physique. Et le lendemain, on se retrouve tous confinés, c'est l'annonce du confinement et tout ça. Et du coup, je passe après 3 semaines en télétravail. Parce que j'étais sales, j'étais donc commercial pour une boîte qui vendait des solutions de boutique en ligne pour des artisans et commerçants. Donc tu passes de entrepreneur, tu quittes ta boîte, et 2 mois plus tard, tu te retrouves salarié dans une boîte parce que tu avais envie un peu de quelque chose de plus sécurisant. Oui, parce que de toute façon, j'avais pas forcément d'idée de projet tout de suite. Là, tu viens quand même de te casser les dents. Déjà, tu t'inquiètes un peu toi. Tu te dis, mince, ok, il faut quand même que je retrouve un truc peut-être un peu plus stable, que je rebondisse, que je reprenne aussi de l'argent. Parce que bon, le Pôle emploi, c'est cool, mais tu prends pas non plus des milliers et des cents. Là, c'était de se dire, ok, bon, bah bien, on relève un peu le pied, on essaie de retrouver une stabilité un peu plus cool financièrement. Et pareil, les gens autour de toi, tu vois, c'est toujours pareil. À l'époque, j'étais en couple, du coup, là, tu passes dans un truc tu gagnes pas beaucoup d'argent, t'as pris des risques pendant 2 ans. L'autre personne fait un peu des compromis, du coup, aussi autour de tout ça. Donc là, tu te dis, bon, je vais peut-être essayer de lever le pied un peu, essayer de pas rentrer dans le rang, mais de toute façon, j'ai pas 1000 autres choses à faire, je vais pas juste traîner sur mon canapé à rien faire. Encore une fois, ça va un peu dans mon schéma de guérison, je pourrais dire. C'est de me dire, si je veux passer à autre chose, il faut que je fasse autre chose. Je peux pas être chez moi à rien faire. Je le fais en gros quelques temps, on va dire, le temps de terminer mes 2-3 dossiers. Et tu vois, rapidement, je cherche du taf, je vais faire des entretiens, je postule à des trucs. Je regarde un peu aussi, parce que mine de rien, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce que tu veux faire? Donc il y a un peu cette phase aussi de, ok, si je reprends un boulot, dans quoi est-ce que je vais? Parce que bon, les études BTS et la licence, ça veut tout et rien dire entre guillemets. Je fais 1 an en CDI, mais j'ai pas pris, je me voyais pas retourner en boutique. Donc là, c'était un peu de me dire, ok, j'ai appris des trucs avec l'entrepreneuriat. Bon, sur quelle compétence que j'ai un peu acquise, je capitalise pour essayer de prendre un job.
Et du coup, je vais sur un aspect commercial, et du coup, je suis pris assez rapidement. Mais ouais, l'objectif, c'est de me dire, je suis en mouvement, quoi. Et puis, tu serres les dents. Parce que c'est vrai que c'était pas le plus fun. Ouais, c'était pas le plus fun. Bah, c'est dur de repasser d'un cadre où t'es totalement autonome à un cadre où on te dit quoi faire, tout simplement. Ce qui est normal, hein. C'est ce qui est pas une mauvaise chose non plus, hein. Mais là où c'était un peu dur, c'est quand t'es pas totalement en accord avec ce qui se fait, quoi. T'as un peu le truc mal placé de ah moi j'aurais peut-être fait ça. En plus c'était pas une très grosse boîte, c'est-à-dire que j'étais en lien avec le fondateur, donc du coup t'as aussi cette sensation de rapidement tu peux avoir de l'impact en te disant bah attendez les gars, on fait que du call, est-ce qu'on pourrait pas faire du séquençage email, du scrapping, ah bah non on fait pas ça, nous c'est pas notre méthode. Mais vous êtes sûr ça? Enfin tu vois, c'était un peu ce truc de t'as envie de l'aider comme si c'était ta boîte en fait. Vraiment j'avais envie de l'aider, c'est bon les gars, je suis dans une nouvelle aventure, je suis dans votre bateau. Je dis les gars parce que c'était un fondateur et le commercial N+1 est un gars, et donc j'étais souvent en lien avec eux. Et tu sens que là, t'es un peu bridé justement dans cette Ouais, volonté-là. totalement. Ouais, le fondateur, il te Totalement. laisse peut-être pas la place Non, de... ce qui est normal. Tu connais pas tes personnes. Ouais. Toi, tu viens d'être recruté pour être commercial, donc sales pur. En fait, il a pas besoin de tes conseils, entre guillemets, quoi. Il a plutôt fait tes preuves, vends. Et bon, après, à la limite, tu pourras peut-être me dire comment est-ce que je vais modifier un peu ce que je fais déjà, quoi. Il a tout à fait raison. Là où j'aurais moins ressenti ça, c'est si j'avais été dans un grand groupe. Pourquoi? Bah, de ce que j'ai un peu vu chez La Durée, qui est pas the grand groupe non plus, mais j'ai la sensation que t'acceptes plus le fait que t'aies moins Oui, de marge de manœuvre. Ouais, voilà, Oui, parce que exactement. tu fais partie d'un grand groupe. Donc Parce qu'en fait, t'as trois collègues qui font peut-être le même job que toi, t'as trois personnes au-dessus de toi qui sont tes dirigeants, le fondateur, tu le vois jamais ou tu ne le verras jamais. Là, j'avais l'impression de pouvoir parler d'entrepreneur. Ouais. Sauf que pour lui, j'étais plus entrepreneur, quoi. donc, donc voilà. Mais encore une fois, c'est normal et c'est juste aussi je pense que c'est un changement de mindset à avoir qui se fait pas, c'est pas un bouton on-off, quoi, forcément. Donc oui, moi je venais d'être dans ma boîte, être indépendant pendant 2 ans. Bah là, je suis retourné très vite dans le salariat. Donc du coup, bah, il m'a fallu un peu de temps pour m'adapter au fait de suivre sans rien dire, ou en tout cas sans dire, sortir de mon poste, on va dire, quoi. Et finalement, cette adaptation, elle n'a pas duré très longtemps. Parce que... On a eu un grand sourire. Ouais. Clairement, ça n'a pas duré longtemps. Ouais, non, ça a pas duré longtemps. Alors, ça a duré longtemps par la force des choses, parce que le confinement fait que, du coup, on est tous mis, pour expliquer rapidement, du coup, je vends de la boutique en ligne à des commerçants artisans, donc des primeurs, des boulangers, des bouchers et tout. Sauf que plus personne ne va chez ces gens-là, plus personne ne sort. Donc moi, prise de poste la veille, t'es en train de vendre un truc de boutique en ligne à des gens qui ont un magasin, ils savent pas, ils ont plus de passage en physique, ils se demandent s'ils vont rester ouverts, ce qui va se passer, s'ils doivent venir continuer d'ouvrir. Enfin, ils avaient l'esprit ailleurs à ce moment-là. Donc mauvais timing pour moi, pour la boîte aussi. Et du coup, quelques semaines après, je pense 2-3 semaines après, on est tous passés en chômage partiel. Donc du coup, je me retrouve à ne pas bosser. Mais ça me laisse aussi, je pense, le temps de prendre une vraie pause, de justement cogiter un peu sur ok, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, est-ce que je kiffe, cogiter aussi sur l'aventure d'Elty, mes erreurs, plein de choses. Profiter aussi, ça m'a permis de souffler un peu, clairement. Après, fin du premier ou deuxième confinement, je rebosse pour eux, je pense que je fais 1 mois et après j'arrête. Et après, rebelote rebelote indépendance, direct. Donc, tu avais déjà réfléchi, ce que tu me dis, c'est que tu avais déjà réfléchi pendant ta période de chômage partiel. Bah, donc dans là, cette période-là, je revois Mohamed, qui est un ancien collègue de chez La Durée aussi. Mes 2 associés viennent de chez La Durée. Ok. Ça a créé, c'est La Durée Mafia. Ouais. Et oui, et donc lui, toujours dans l'entrepreneuriat par une autre société qu'il a montée il y a quelques années de ça, et Jinky, ça s'appelle. Comment ça se passe à chaque fois? On essaie de se le remémorer parce que c'est un peu l'histoire de Flomodia et tout, mais ça remonte tellement et on a l'impression d'avoir vécu 10 000 choses. Mais en gros, lui travaille en tant que head of sales dans un organisme qui vend de la formation pour les médecins. Ça fonctionne bien, il gagne bien sa croûte et tout. Il part pour le faire avec un autre collègue et faire un peu ce schéma de j'apporte mes compétences sales pour quelqu'un qui veut monter un organisme similaire. Et donc du coup, il recherche des sales. Il me dit, bah écoute, toi si ton truc ça te plaît plus, viens avec moi, il y a de l'argent à se faire, c'est cool et tout ça. Et donc de base, j'arrive un peu pour ce truc-là. Et finalement, en fait, on fait d'autres trucs. Lui avait commencé à faire un peu de e-commerce, je le rejoins sur du e-commerce. Donc on commence à monter une boutique en ligne, on fait nos premières ventes en ligne comme ça. Et de fil en aiguille,
Lui écoutait pas mal de podcasts à l'époque, et moi j'avais un peu ce truc de, comme je t'ai dit, des histoires l'histoire des gens. J'avais rencontré plein de fondateurs, et donc certains encore que j'ai en tête. En fait, il y avait un truc c'est ouf d'écouter quelqu'un qui est passionné par un sujet que tu maîtrises pas du tout, mais comment tu peux en être ultra happé parce que lui ou elle vit son truc à 3000% depuis X temps, et t'as l'impression que t'es dans le business ou t'es dans son truc par lui ou par elle. Et je me souviens d'Arthur Saada que j'avais rencontré, qui faisait des mochis. C'est fou comme truc, c'est improbable. Et il t'explique le truc, là dans mon usine, on vend à telle personne, on a deux types de qualité, tous ces trucs. Et le gars, je l'écoute avec Matt, pendant que on va pour démarcher un resto, et donc il est dans ce resto, on le rencontre, il fait, ah c'est quoi les gars, il nous interpelle et tout. Et en fait on passe 2 heures à discuter avec lui, quoi. Parce que il y a une histoire entrepreneuriale, il y a un projet qui est ouf, un business de mochi glacé, c'est quand même, c'est atypique, enfin genre tu le rencontres pas tout le temps. Et du coup voilà, pour revenir sur le truc de podcast avec Mohamed, Mohamed écoutait des podcasts, il avait eu un premier échange avec Guillaume, et en gros il a eu un peu un truc de se dire ok, Guillaume est invité dans des podcasts mais il parle pas des vraies choses de l'entrepreneuriat, des vraies galères qu'il peut rencontrer et tout ça. Et moi j'avais de l'autre côté ce truc de me dire attends, c'est ouf, il y a plein d'histoires intéressantes à écouter et les gens vont écouter ces histoires-là. Et donc de là on se dit ok, on lance une émission, puis après l'émission on se dit ok, en fait attends, pourquoi ce serait pas un média complet avec plusieurs formats et tout. Et c'est de là où on est Flomodia. Et maintenant, 4 ans après, on est toujours là. Et est-ce que ton expérience LT t'a appris un certain nombre de choses que tu mets en œuvre dans Flomodia? Oui, mais j'ai tellement réappris d'autres choses avec Flomodia que ça m'a servi et en même temps pas assez. C'est-à-dire que il y a des choses que j'ai apprises, confronter mon marché très tôt, des choses comme ça. Mais c'est pareil, tu mets du temps à le conscientiser en fait. Quand je te parle de ça maintenant, à l'époque, ma bouteille d'eau, en fait, j'aurais dû aller voir des restaurateurs dès le départ et leur montrer, regardez, ça va ressembler à ça, tiens, je vous fais goûter, je vous mets un manteau, je vous fais goûter, vous trouvez ça bon, voilà, ça va ressembler à ça. Est-ce que si demain je vous en amène une caisse, tiens, c'est ça, les conditions, tu me les achètes. Enfin bref, confronter un peu ton produit au marché. Ça, après, je me rends compte que pendant mon aventure Flomodia, de toutes les erreurs que j'ai pu faire avec Alti, entre guillemets. Donc il y a des choses que je mets en place, mais pas tant que ça. C'est plutôt là maintenant j'ai appris des trucs, mais j'ai l'impression que c'est un peu un mélange des deux, quoi. On va dire que mes 2 premières années de Flomodia, je les ai un peu digérées, j'ai appris de ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, par exemple, le fait qu'on ait voulu faire plein de choses, alors qu'on aurait peut-être dû se concentrer sur certaines choses. Mais parce que là, je digère mes 2 premières années. On se revoit dans permanence en train d'apprendre. Exactement. Et t'es effectivement dans de toute façon, une aventure entrepreneuriale, c'est qu'il y a toujours de la fragilité. Et après, c'est à toi de regarder ton business, de prendre du recul. Bien sûr. Il y a aussi ce truc une fois que c'est fait, en fait, t'es obligé de passer par les étapes, t'es obligé de casser les dents ou de réussir, d'avoir des succès pour te dire, ah ça a pris. Putain, ça va fonctionner. Et du coup, tu te poses des questions, tu essaies de remettre, et non pas que tu t'aurais dû changer le passé, parce qu'il y a des décisions que tu as prises à l'époque qui étaient pour toi, c'est les décisions les plus rationnelles, mais du coup, tu conscientises ok, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être dû non. Et t'apprends, voilà, au fur et à mesure, en fait. Et tu digères avec un temps de latence, de peut-être 1 an ou 2, je dirais. Et est-ce que l'apprentissage, maintenant, tu te dis pas, pour accélérer cet apprentissage, je m'entoure d'autres personnes? Parce que finalement, ma propre expérience est source d'apprentissage certaines, mais par contre, les autres personnes ont évidemment d'autres expériences et elles ont peut-être pas la même temporalité, si bien qu'elles pourront m'apprendre de leurs propres erreurs ou de leurs propres expériences au moment venu pour moi, avant même que je fasse une erreur, tu vois. Ouais, totalement. Si, le fait de s'entourer, de lire, d'aller piocher des éléments, en fait, des choses que les autres ont déjà fait, tout simplement. C'est un gain de temps et ça te permet aussi de scoper, de voir, en fait, des choses qui se passent que tu n'as peut-être pas anticipé, des trucs comme ça. Mais c'est toujours très dur de le de le rabattre à son propre business, en fait, je trouve. Donc il en faut, mais il y a une jauge entre il faut avoir un regard extérieur sur ouvrir son business à des gens et faire tiens, regarde, dis-moi ce que t'en penses, mais en même temps cette personne-là elle est pas dans ton business. Donc elle est pas dans ton business et encore plus elle est pas dans tes baskets. Pourquoi tu le fais? C'est quoi les conditions dans lesquelles tu le fais? Est-ce que t'as de l'argent à côté? Est-ce que t'es de bonne famille? Enfin, tu sais, plein de choses qui sont propres à chacun qui font que toi tu prends tes décisions, tu décides de certaines choses et qui pour une autre personne n'ont pas forcément de sens. Ah, moi, toi, tu penses comme ça, moi j'avoue j'aurais fait ça. Beaucoup plus risqué. Ouais, mais ça me dérange pas. Ah, ok. Tu vois, il y a un espèce de truc où t'es obligé de passer dans ce chemin-là. C'est toi et toi-même qui dois faire ce chemin-là.
Maintenant, on peut te donner des meilleures chaussures, on peut t'aider un peu, faire des trucs, mais il y a un chemin que t'es obligé de faire. Et c'est quoi ton plus grand succès alors avec Flomodia ou avec... Avec LT, c'est pas un... Là où je suis content d'avoir fait LT, c'est d'avoir eu un peu ce courage de me lancer à l'époque. Parce que faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire ces choses-là, qui osent pas forcément se lancer. Et il faut trouver ta porte d'entrée. Chacun a sa porte d'entrée, elle peut être très tôt, elle peut être plus tard, il n'y a pas de règle. Et LT, ça a été ma porte d'entrée, donc je suis content de l'avoir fait. J'aurais aimé que ça se passe mieux, j'aurais aimé ne pas avoir cet échec-là, entre guillemets, évidemment. Mais si je dois en tirer que le positif, je me dis, ok, bah c'est une association réussie avec Matt, c'était cool. On se voit toujours, j'ai encore déjeuné avec lui hier, c'est un super gars. Et voilà, et au-delà de ça, c'est mon pied dans l'entrepreneuriat. C'est bon, je suis rentré dedans, j'ai validé le fait que j'adore ça, j'ai découvert tout un monde, et donc ça vaut de l'or, mine de rien. Parce que plus tôt tu démarres, et plus tôt tu commences à apprendre, à tester, à être dans l'action et tout ça. Mais sinon, mon plus grand succès avec Flomodia, bah c'est... est-ce que je fais une réponse politique ou est-ce que j'essaie de trouver un truc philosophique? Tu peux faire 2 réponses. Non, bah la réponse, un des premiers trucs qui me vient, c'est un peu ce qu'on a réussi à créer en termes d'engouement entrepreneurial, de doers. On a créé beaucoup de contenu et fait beaucoup d'événements qui ont rassemblé plein d'entrepreneurs. Et des fois, je reçois des messages où je suis tagué dans des trucs sur LinkedIn de bah tiens, j'ai rencontré telle personne à tel événement. Et 3 semaines après, on a lancé ça. Tiens, j'étais à l'événement de Flomodia, j'ai trouvé un poste dans une start-up là-bas. Et ça c'est fou quand même de se dire. Et encore, je pense qu'on ne le mesure pas vraiment. Ça, c'est juste quelques bribes qu'on peut nous montrer. Mais l'impact qu'on a en faisant ces trucs-là, il est quand même assez ouf. C'est pas un succès business entre guillemets, mais tu vois, c'est le côté impact, un peu valeur, un peu. Tu marques le temps de certains trucs, des gens et tout ça. Je trouve ça cool. Ouais. Je suis aussi content dans un aspect plus terre à terre business, on va dire. Je suis aussi content de ce qu'on a réussi à créer. On a fait plein d'erreurs sur plein de choses, mais à l'heure actuelle, voilà, ça tourne. On a une agence qui accompagne quand même pas mal de belles boîtes en termes de création de contenu. On fait des événements. Là, on fait un événement avec Fiverr prochainement. On a fait Pinterest récemment, Webflow. C'est aussi des belles réussites business, on va dire. Voilà, on a rencontré des entrepreneurs de ouf. Tout à l'heure, je te montrais un peu les chiffres qu'on a fait, qui sont des vanity metrics dans un sens, mais qui sont aussi un truc de c'est cool. J'ai fait un contenu qui a des vues. Évidemment que je suis content. Je suis content de voir aussi où on en est après tout ce taf, quoi. Donc j'ai hâte de voir la suite.